Bonsoir. Comme on vient de l'indiquer, je ne prends pas la parole en termes de résistante ni de sauveteur, mais c'est beaucoup plus en termes de messager. Pour la personne qui m'a sauvé la vie, qui a sauvé la vie aussi de plusieurs autres personnes. Mais avant d'arriver à cette personne, j'aimerais aussi souligner le contexte général de certaines personnes au Rwanda qui ont osé agir, notamment beaucoup plus précisément en 1994. Et les Rwandais eux-mêmes, mais aussi les étrangers. Et s'agissant des étrangers, on parle ici au Canada, on connaît le cas de Dallaire, qui a essayé de faire quelque chose. Mais il y a des cas dont on ne parle pas beaucoup et qu'il faut mentionner pour ce que ça apporte à l'histoire et surtout dans le contexte de prévention des génocides en général. Il y a Philippe Gaillard qui représentait la Croix-Rouge au Rwanda et il a été la première personne à appeler la BBC et à dire ici au Rwanda un génocide se passe. C'était un grand risque et il y a beaucoup de rescapés qui lui doivent la vie parce que depuis le jour où il a appelé la BBC, toutes les personnes qui ont eu la chance d'être dans les mains de la Croix-Rouge ont survécu. Et il y a un autre cas d'un Français qui s'appelle Matt Vetter, qui était au Rwanda pour d'autres raisons, d'ordre personnel, mais pendant que les autres Européens et étrangers prenaient l'avion avec leurs chiens, j'ajoute, lui a décidé de rester. Et il est resté à Kigali et au moment même du génocide, vers la fin du génocide, il s'est mis à créer des orphelinats. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des enfants au Rwanda qui sont soutenus par des orphelinats qu'il a créés à ce moment-là. Il n'est plus en vie, je ne me rappelle pas en quelle date il est mort, mais il a écrit un livre intitulé « Je n'ai pas pu les sauver tous ». Et c'est dans ce livre qu'il mentionne le parcours. Arrivant au cas qui me concerne, je parle pour une religieuse de 60 ans qui est morte lors du génocide et qui était Hutu, alors que c'était les Hutus qui tuaient. Mais elle, ce qui m'a beaucoup plus étonnée, que j'ai appris un peu après, mais que je connaissais aussi, je connaissais certains aspects avant 1994, c'est la consistance. La consistance dans la reconnaissance de l'autre, l'autre comme un semblable, le sens même de la justice sociale. Il était du côté des Hutus parce qu'il était Hutu. Pourtant, au Rwanda même, quelqu'un hier mentionnait peut-être que cela vient de l'éducation, mais la résistance vient de ce fait même, puisque l'éducation au Rwanda, c'était, si on va dans les écoles, c'était la discrimination. Et je me dis, mais est-ce que c'est le fait qu'elle était religieuse? Pas nécessairement, parce qu'aujourd'hui, en Belgique, il y a des religieuses qui sont en prison parce qu'elles ont livré des vies humaines. Elle ne l'a pas fait, et donc je ne sais pas si c'est l'éducation ou si c'est quoi, mais dans l'après-génocide, je me suis mis à poser des questions aux personnes qui avaient presque le même âge qu'elle. Et on m'a raconté un cas en 59, dans les années 60, quand les Tutsis étaient aussi encore une fois menacés. Elle a pris quelqu'un, elle l'a amené à la frontière du Congo et puis elle lui a dit, écoute, je n'aimerais pas que tu meurs au Rwanda. Va dans un pays étranger et que s'il t'arrive quelque chose, que ce soit ailleurs, mais pas ici. Donc là, elle a fait ce qu'elle avait à faire pour cette personne. Je l'avais croisée 3 ans avant le génocide et je l'avais vu agir aussi envers des personnes qui ne dirais pas marginalisées, mais c'est des personnes où
tout le monde ne s'implique pas nécessairement. Je me rappelle qu'il y avait une fille, je ne sais pas quel âge elle avait, elle était handicapée mentale, elle avait un handicap, elle avait un côté de son corps paralysé, et cette religieuse l'avait pris en charge.